Très heureux de vous retrouver dans le Monde en 7 ce samedi 18 mars 2023. On revient sur quelques sujets marquants de l'actualité et pour ce nouveau numéro, nous parlerons du Sénégal. On va évoquer ces heures à Dakar alors que le procès de l'opposant Ousmane Sonko s'y déroulait. Nous parlerons également du Mali avec l'acquisition de matériel militaire de provenance russe et turque. Et en deuxième partie, on va évoquer la condamnation par contumace à 3 ans de prison ferme de 2 journalistes au Togo. Le sujet suscite beaucoup de débats dans l'opinion. Et pour évoquer ces sujets, 2 invités avec moi sur le plateau. Il y a Abel Hezou Badassé, qui est secrétaire général du Parti du Peuple et d'Intégrité. Monsieur Badassé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samuel, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la New World TV. Et merci à vous d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Et face à vous, il y a Consigan Akwete, qui est président de l'Association des jeunes pour le développement AJD. Consigan Akwete, bonsoir. Bonsoir Sam, il y a un bail. Oui. Bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Je voudrais profiter de cette tribune pour appeler les autorités judiciaires surtout de traiter avec munitie et compétence, expérience le dossier des enfants du feu, lieutenant Amouzou, qui aujourd'hui se sont vus déshérités parce que leur bien a été vendu par des gens. Une seule personne, un seul enfant ne peut pas vendre les biens de son papa pour le compte des 13. La justice leur a donné raison, mais l'application des décisions de la justice traîne le pas, ce qui fait que même l'avocat que les enfants ont pris, ont commis pour suivre leur dossier, est devenu peut-être ami au pourfendeur des biens du feu lieutenant Amouzou. L'affaire est aujourd'hui pendant devant le barreau des avocats de Lomé. Vivement que la justice traite ce dossier avec diligence, ne serait-ce que pour assurer ceux qui sont aux fonctions aujourd'hui et qui sont en vie, que même demain, s'ils sont appelés à rejoindre le Père Céleste, leur arrière sera assuré et que leurs biens resteront pour leurs enfants. D'accord, merci beaucoup. Je pense que la justice en prendra bonne note. On va commencer tout de suite avec le Sénégal. Plusieurs quartiers de Dakar ont été jeudi dernier le théâtre de scènes de guérilla entre jeunes Sénégalais et forces de l'ordre au moment où l'opposant Ousmane Sonko comparaissait lors d'un procès dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle en 2024. Des groupes mobiles de jeunes ont lancé des pierres sur des gendarmes et des policiers dans les rues adjacentes au tribunal où M. Sonko était convoqué pour répondre de diffamation contre le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Un impressionnant dispositif de sécurité avait transformé le complexe en camp retranché. Les forces de sécurité ont repoussé à plusieurs reprises des assaillants à coups de gaz lacrymogène dans des détonations assourdissante. On va écouter tour à tour l'avocat de Ousmane Sonko qui a réussi d'ailleurs à faire reporter ce procès. On va écouter cela. Oui, c'est une belle victoire par la défense remportée. On s'est battu et ça n'a pas été facile. Nous savions que ça n'aurait pas été une sinécure et on l'a arraché après une longue lutte. Après une bataille très âpre, arrivé hier. Et tout le monde sait que Ousmane a été assigné en résidence. Donc il était impossible pour lui de sortir pour aller voir son conseil burkinabé. Et c'était impossible également pour le confrère de se rendre chez lui. Et c'est ce qui fait, et ce qui a été obstacle, au-delà du dossier qu'il avait, qu'il puisse rencontrer son client, échanger avec lui. Ça, c'était le motif du renvoi. Nous avons arraché Ousmane Sonko des mains de la BIP pour le faire entrer dans une voiture. Et dans cette voiture-là, ils ont essayé de l'en extirper. Nous l'avons ceinturé. Nous avons ceinturé le président Ousmane Sonko pour qu'il ne sorte pas de cette voiture. Et c'est là où ils ont utilisé une pompe qu'ils ont mis à proximité de nos yeux. Et face à la douleur extrême de cette pompe au niveau de nos yeux, vous voyez, ça fait plus de 25 minutes que je n'arrive pas à ouvrir mes yeux. Eh bien...
Voilà donc l'avocat de Ousmane Sonko et puis le député Guy Marius Sagna. C'est quand même, Abel et Jouya Obada, c'est toujours très chaud quand il s'agit d'Ousmane Sonko. Sa dernière convocation, on se rappelle, c'était quasiment la même scène. Cette fois-ci, on n'a pas eu de scène où il est exfiltré d'un véhicule et mis dans un autre. Mais est-ce qu'il est aujourd'hui, j'ai envie de dire, impossible pour les autorités sénégalaises de pouvoir canaliser les foules quand il s'agit d'Ousmane Sonko? Bon, je crois que l'enjeu ici est politique. Et lorsque nous voyons un peu la carrure de la personne, Ousmane Sonko, vu les performances que Sonko a fait plutôt au niveau de l'élection de 2019, il est arrivé 3e. Je crois que aujourd'hui c'est le principal opposant au président Macky Sall. Mais cela ne peut pas le dédouaner des affaires qu'il a avec la justice. Et je pense que ses partisans doivent comprendre que lorsqu'il a une affaire de justice, on doit laisser la justice aller jusqu'au bout. Et les avocats sont là, ils vont se rendre compte de ce qui se passe au niveau du tribunal. Mais si les droits de M. Sonko sont violés, alors le peuple va trancher, bien la jeunesse qui est acquise à sa cause va trancher, va réagir. Mais tout de suite, il n'y a pas encore de verdict et des manifestations jusqu'à aller aux émeutes. Je crois que il faudrait un peu de retenue au niveau des partisans de M. Sonko. Il faut faire confiance à la justice sénégalaise et attendre voir ce qui va se passer. Mais c'est que au niveau de ces partisans, on est persuadé que l'affaire est éminemment politique. C'est vrai que l'affaire est éminemment politique parce que l'avenir politique de Sonko aussi se joue là-bas. Parce qu'une fois, s'il est condamné par la justice, ça veut dire qu'il sera inéligible et par conséquent, il sera outsider pour les élections de 2024 qui se profilent déjà à l'horizon. Donc, c'est fort de cela que les partisans de Sonko font pression. Et je pense que cette pression, pour moi, elle est inutile. Elle est inutile parce que si on voudrait avoir un État démocratique, il faut laisser aussi les institutions travailler de façon libre. Donc, laissons la justice sénégalaise aller jusqu'au bout de cette affaire. Là, on saura ce qu'il faut faire. Consigan à côté, dans le cas d'espèce, vous pensez que ce sont les partisans d'Ousmane Sonko qui font de la surenchère? Pas seulement les partisans d'Ousmane Sonko, Ousmane Sonko lui-même. C'est lui-même qui courtise ses partisans à faire à constituer un bouclier vis-à-vis des forces de l'ordre et de la justice, ne serait-ce que pour jouer sur la décision de la justice. Et vous allez constater que depuis un moment, Sonko ne fait que défier les institutions de la République. Si nous prenons cette affaire même qui est pendante devant la justice, c'est Sonko délibérément lui-même qui a fait une émission au cours de laquelle il a alors accusé le ministre de la Culture d'avoir détourné des fonds publics et qu'il détenait même un rapport des impôts alors qui accusait ou qui confirmait alors ces détournements de fonds publics. Maintenant, si l'autre, le ministre qui s'est senti blessé dans son amour est allé porter plainte contre Sonko, je crois que la moindre des choses c'est de se présenter à la justice lui-même et de confondre avec ce rapport dont il dit qu'il a des impôts, de confondre ce ministre-là avant que la justice ne tranche autrement. Là, l'opinion nationale et internationale sauront que voilà, les magistrats sont aux ordres du pouvoir. Maintenant, moi je dis, on ne peut pas aussi accuser Macky Sall de ne pas prendre parole pour alors dire je ne vais pas, qu'il n'ira pas pour cette fois-ci aux élections et vouloir mettre le Sénégal en feu et en sang. Nous sommes dans la démocratie. Macky Sall est libre de faire une déclaration ou pas. L'essentiel est que quand le moment des dépôts des dossiers au niveau de la Sénat va arriver et que Macky Sall va déposer alors sa candidature, les Sénégalais en ce moment-là alors vont légiférer. Maintenant, il y a aussi une chose. Quand Wade avait voulu faire le 3e mandat, Macky Sall et les autres lui ont laissé libre cours d'aller déposer sa candidature qui a d'ailleurs été acceptée par la Cour constitutionnelle dans le temps, mais
le peuple sénégalais a tranché. Donc moi j'ai dit, Sonko, ça dit, se départit de trop de l'essentiel. Il donne trop de l'énergie à vouloir aller contre les institutions de son pays. Et aussi, j'ai dit, ce n'est pas ça le projet de société. Est-ce qu'il aura le temps alors de présenter aux Sénégalais un projet de société, parce que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui l'observent comme un vindicatif, quelqu'un, un va-t-en-guerre. Est-ce que cela suffit, ce populisme suffit de gagner les élections? Non plus, parce que si je tiens compte de l'élection législative dernière, bien que la liste des titulaires par la machination de Sonko n'a pas réussi alors à aller aux élections, les autres qui sont allés n'ont pas aussi fait le plein, c'est-à-dire que n'ont pas eu plus de sièges que le pouvoir en place. Ça voudrait dire que le pouvoir en place, si demain a un candidat autre que Macky Sall, peut aussi faire tâche d'huile. Qui ne nous dit pas qu'il y aura même un autre candidat de l'opposition qui alors pourra battre Sonko au plat de couture dans les urnes. Donc moi j'ai dit, aujourd'hui, Sonko doit savoir raison garder. Le populisme et puis demander aux gens de se soulever contre les institutions de la République n'amène rien de bon. Si nous prenons le printemps arabe, partout où ça a passé, aujourd'hui, aucun de ces pays ne peut dire qu'il est aisé ou que tout marche bien. Si nous prenons la Tunisie, les gens regrettent le temps de Ben Ali. Si nous prenons l'Égypte, le printemps arabe a laissé tache d'huile. Prenons la Libye, prenons la Syrie. Donc, je dis, ce ne sont pas les soulèvements populaires, ce ne sont pas peut-être se rebeller contre les institutions de la République qui doit être la posture d'un politique de la taille de Sonko qui veut briguer la magistrature suprême. C'est très dangereux pour la démocratie et je crois que les Sénégalais doivent combattre ça. En même temps, on peut tout dire des militants de Sonko, mais on sait aussi que la police, à chaque fois qu'on le convoque, on doit envoyer une ordre de police chez lui pour le chercher et tout. Est-ce qu'on a besoin de faire autant? On ne peut pas envoyer une simple convocation à un citoyen qui va venir? Je pense qu'on devait faire quand même économie de cela. Sonko est un citoyen sénégalais. On pouvait lui tendre une convocation, lui déposer une convocation au domicile, de se présenter à tel endroit pour être auditionné. Ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, les images, vraiment n'honorent pas le Sénégal. Donc, moi, j'aurais souhaité que pour convoquer Sonko, une convocation soit déposée à son domicile. Je pense qu'il va se présenter. Mais il faut aussi compter sur la personnalité même de Sonko. Parce qu'aujourd'hui, dans ses manières d'agir, il est en train d'exciter les jeunes à prendre cause pour lui. Moi, je pense que dans cette affaire avec le ministre du Tourisme, la première déclaration que Sonko même avait faite, il avait dit qu'un rapport avait épinglé, c'était le rapport de l'inspection générale d'État qui avait épinglé le ministre Mbaye. Mais lorsque celui-ci est devenu ministre du Tourisme, mais ce dernier dit qu'il ne reconnaît pas un tel rapport. Mais Sonko est revenu sur ses paroles en disant que non, ce n'est pas le rapport de l'inspection générale d'État, mais c'est le rapport de l'inspection générale des finances. Oui. Bon, je ne sais pas, Sonko se mélange un peu les pédales. Bon, aujourd'hui, le ministre demande les preuves. S'il a fait cette déclaration en conférence de presse, je pense que son rapport n'a pas été authentifié. Ça n'a pas été authentifié. Donc, je pense qu'il faut cesser de jouer le malin, faire plaire aux gens. Bon, il faut aller avec la sérénité. Lorsque vous êtes convoqué par la justice, présentez-vous et dites à vos partisans que je vais me présenter. Nous sommes dans un état de droit. C'est comme ça que l'état doit se construire. On ne peut pas empêcher plutôt la justice de faire son travail. Ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, est-ce que cette affaire montre ou est juste en train de nous montrer les couleurs que les prochaines campagnes présidentielles pourraient prendre au Sénégal? Parce qu'on sait aussi, et il faut le dire, le Sénégal a une tradition de campagne assez violente. Oui, vous savez, la jeune génération de politiques sénégalais ont montré, on commence par montrer autre visage que ce que nous connaissons. Et puis, pour cette fois-ci, je crois que la campagne présidentielle sera très violente si nous voyons déjà ce que Sonko fait. Parce que on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui accuse délibérément alors un ministre de son pays et que ce dernier se plaint à la justice, il est incapable d'aller
prouver alors ou soutenir ces accusations devant alors ce ministre devant la justice de son pays, ne peut que de chercher à embraser le pays, parce que si Sonko est sûr que tous les Sénégalais le portent et que tous les Sénégalais le jour de vote vont le plébisciter, je ne crois pas qu'il va déjà se mettre dans cette posture-là. C'est parce qu'il sait que il ne fait pas le poids. Et il veut peut-être... il ne fait pas le poids, mais... Il fait pas le poids. Vous savez... Il était troisième. Hein, je ne refuse pas. Ce n'est pas tous les Sénégalais qui sont d'accord sur ce qui se fait. Ce n'est pas tous les Sénégalais. Quand je prends par exemple Wade, on ne peut pas compter le nombre de fois que Abdou Diouf a mis Wade en prison. Ah oui, sur les 20 ans d'Abdou Diouf, on ne peut pas compter le nombre de fois que Wade aussi a voulu se soulever, faire soulever le peuple contre Abdou Diouf. Et à chaque fois, il a été convoqué, mis en prison, ressorti, mis en prison, ce qui l'a forcé finalement à rentrer dans le gouvernement de Diouf, devenir ministre de la coopération. Et il a eu le temps de placer alors les gens de PDS dans l'appareil, dans toutes les sphères de l'appareil de l'État. Et vous allez constater que l'élection de 2020 a permis à Wade de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je crois que ce n'est que par le dialogue, ce n'est que par une posture responsable que Sonko alors peut obtenir ce qu'il veut du peuple sénégalais. Parce que si l'autre parti veut aussi se soulever, je crois que le Sénégal sera en feu et en sang. Et ça ne fait pas bon, ça ne peut pas même lui permettre alors d'accéder au pouvoir. Donc moi j'ai dit, pour le moment, Sonko doit revoir sa position. Les partisans de Sonko les utilisent, ne serait-ce que pour influencer la justice, pour que le droit ne soit pas dit. Mais il n'a pas non plus fait d'appel direct. Non, il a fait d'appel direct. Il a dit qu'il se mobilise. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le pourquoi la police est obligée d'aller faire sortir Sonko ou de se masser devant sa maison, c'est parce que la police a tiré le son de sa première convocation. Et ça a occasionné des pertes de vie et beaucoup de dégâts matériels. Donc pour empêcher ça, c'est pourquoi la police, dès que Sonko est convoqué, va prendre, se met devant sa porte, ne serait-ce que pour éviter les foules, pour éviter à ce que ses partisans viennent et commencer par alors les casses. Vous avez vu ce qui s'est passé la fois dernière. Donc, où est-ce que les jeunes mobiles là ont trouvé les moyens, les pneus, les essences, ne serait-ce que pour mettre le feu un peu partout à Dakar? C'est un truc qui a été programmé, alors bien établi, bien structuré, et tous les acteurs, les rôles ont été définis, que ce soit à Dakar, que ce soit à Thiès, que ce soit à Touba et autres. Donc je voudrais dire que Sonko organise alors toutes ces choses-là, ne serait-ce que pour empêcher la justice de faire son travail. Mieux, si aujourd'hui Sonko, si la justice le voulait autant, si la justice était aux ordres, je crois que la fois dernière, on ne devait pas permettre ce renvoi. Non. Si la justice était aux ordres, et surtout que Sonko ne voulait pas arriver, il voulait arriver avec la foule, la police a réussi à l'extirper pour l'amener à la justice, on devait le condamner. Le ciel ne va pas tomber. Il y aura des casses, mais la police arrivera toujours à bout des partisans de Sonko. Mais la justice a encore montré que elle est là, elle est indépendante, elle suit le dossier. Donc c'est à Sonko de prendre ses dispositions. Quand vous avez constaté que les 2 premières convocations déposées à son dossier, Sonko a dit qu'il n'a pas reçu. Et pour cette fois-ci, on est obligé d'envoyer la force. Alors, vous l'avez évoqué, le procès donc a été renvoyé au 30 mars prochain à la demande des avocats d'Ousmane Sonko. C'est l'un des avocats qu'on a écouté en entrée d'émission, qui expliquait quand même une situation assez... bon, c'est vrai, c'est le client, mais c'est l'avocat, on peut le comprendre, mais qui disait que Ousmane Sonko, il est quasiment en résidence surveillée. Difficilement, il a accès à son conseil. Dans ces conditions, comment vous voulez qu'il y ait défense si le client et son conseil ont des difficultés à se rencontrer? Donc, moi, c'est une preuve déjà que la justice fait son travail au Sénégal, parce que ce sont des arguments avancés par son conseil pour pouvoir obtenir le renvoi. Donc, ici, dans cette affaire de Sonko avec le ministre Mbaye, je crois que Sonko doit jouer à la lucidité. Il faut qu'il soit lucide. Donc,
c'est un jeune, c'est vrai qu'il est intelligent et il a un discours souverainiste, panafricaniste, social, et c'est le discours du moment. Et c'est ça qui fait qu'il arrive à fédérer un grand nombre de jeunes autour de lui. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'il a une affaire avec la justice, il va se soustraire. Non. Il faudrait qu'il se calme et qu'il aille au bout, qu'il permette à la justice d'aller au bout de cette affaire. Je pense qu'en 2021, il avait encore des démêlés avec la justice dans le cas de viol présumé. Cette affaire aussi n'est pas encore finie. Je voudrais aussi que ce ne soit pas, nous savons, dans les États africains, la plupart des cas c'est comme ça. Lorsque vous avez un opposant très influent, on a une tendance d'utiliser la justice pour le mettre à l'écart. J'ose bien croire que ce n'est pas le cas au niveau du Sénégal. Si Sonko sait que ce n'est pas le cas, il faut qu'il arrive à apporter les preuves. C'est lui qui a affirmé qu'il y a un détournement. Il a fait le droit public, il a fait la fiscalité. Donc il sait ce qu'il dit. Aujourd'hui, qu'il apporte les preuves à la justice, là, bon, je pense qu'il va être libre. Sinon, le fait de faire monter les jeunes, de surchauffer la scène tout le temps, je pense que ça n'arrange pas ni lui, ni l'État sénégalais. Alors, il y a cet aspect aussi qu'évoquait tout à l'heure Abel Badassé qu'on ne peut pas non plus éluder, c'est que la justice, parfois, sous les tropiques, est un instrument de règlement de comptes politiques également. Sauf que dans ce cas-ci, c'est Sonko qui a cherché problème. Vous accusez quelqu'un et si la personne va se plaindre à la justice, la moindre des choses que vous pouvez aller, c'est d'aller répondre à la justice et apporter les preuves de votre accusation. Et point barre. Pour cette fois-ci, on ne peut pas dire que la justice a été instrumentalisée contre Sonko. Même si dans le cas Adissa, ok, il y a matière à discuter, dans ce cas-ci, c'est Sonko qui a cherché tout seul ce problème. Alors, Sonko n'a que deux choix aujourd'hui, c'est de chercher peut-être à régler ce problème à l'amiable avec ce ministre-là, point, c'est fini, et les marabouts sont là, ils peuvent, les confréries du Sénégal, ils se comprennent, voilà, il suffirait qu'ils fassent appel à un service d'un marabout, ce problème est réglé à l'amiable. Ou apporter les preuves de son accusation contre ce ministre-là à la justice, point barre, le problème est réglé. Il ne doit pas alors être dans la posture de va-t-en-guerre dans cette affaire, d'autant plus que c'est lui-même qui a provoqué alors cette convocation. Supposons que quelqu'un alors accusait Sonko de cette manière-là. Sonko aussi, voulant être président, doit normalement alors se confier à la justice pour que la justice tranche. On ne sait pas pourquoi il veut se soustraire à la décision de la justice. Il n'est pas au-dessus des lois du Sénégal. C'est aussi ça. Ce n'est pas parce qu'on est opposant, ce n'est pas parce qu'on est panafricaniste, ce n'est pas parce qu'on est populiste qu'on ne doit pas se soumettre ou qu'on ne doit pas répondre à la justice de son pays ou qu'on doit demander alors à ses partisans de brûler le pays. Pas du tout. Si tout le monde le faisait ainsi, alors quel sera le poids des institutions de la République du Sénégal? Pas du tout. Maintenant, si Sonko même demain à la magistrature suprême, à l'État, à la tête de l'État du Sénégal, un de ses compatriotes se comportait ainsi, qu'est-ce qu'il allait dire? Non, je crois quand même que Sonko doit revenir, doit descendre de son piédestal pour être un homme normal, un bon citoyen et savoir faire la part des choses. Parce que si on veut être candidat à l'élection présidentielle, il faut prendre certaines précautions et il faut adopter certaines postures qui peuvent alors amener d'autres sensibilités autres que la mienne à vous soutenir. Parce que seuls les partisans de Sonko ne peuvent pas les lire. Il y a d'autres personnes au Sénégal qui doivent aider ces partisans à le porter à la tête du pays. Si aujourd'hui, alors il défie les institutions de la République, je crois quand même que ce n'est pas bien. Justement, à l'approche de la présidentielle, il faut le rappeler, c'est en février 2024, c'est dans moins d'un an maintenant au Sénégal. On a l'impression qu'il n'y a que Sonko. Les autres politiques opposants, on ne les entend plus du tout. Non, ils sont là, il y a d'autres opposants, ils sont là, bon, sauf qu'il ne se faut pas entendre habituellement dans, comme vous l'avez dit, sous les tropiques, c'est à l'approche des élections que nous voyons souvent les politiques s'agiter. Je pense que c'est le Sénégal aussi, c'est la même chose, sauf que le cas Sonko, actuellement, bon, comme il est sous le coup des poursuites judiciaires, c'est ça qui fait que aujourd'hui Sonko est la une, mais il faut reconnaître que c'est
c'est quand même un jeune qui arrive à fédérer les énergies. Il a rassemblé un bon nombre d'acteurs politiques de l'opposition à son tour. Mais je crois qu'à l'approche des élections présidentielles, le silence des autres partisans de Sonko, surtout les politiques, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que il y a un certain nombre de ses collaborateurs qui sont aussi d'autres partis politiques qui ont des prétentions d'organiser les primaires. Or, lorsque vous entendez Sonko parler, c'est comme c'est lui le candidat naturel du regroupement qu'il préside. Mais ce n'est pas le cas. Le PASTEF, voilà, ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment qu'on s'attende d'ici quelques mois à des déballages au niveau de ce regroupement, parce que Sonko va être défié par quand même certains. On va passer au second sujet maintenant, c'est le Mali. On parle de cette livraison d'armes par la Russie et la Turquie. Avec cette nouvelle livraison, le pouvoir malien a encore acté une fois son rapprochement militaire et politique avec la Russie. Les autorités maliennes de la transition ont réceptionné le 16 mars une nouvelle livraison de plusieurs avions de Russie, son allié militaire et politique, et des drones de la Turquie. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Alouboy Diarra, a dit avoir reçu un lot d'une vingtaine d'avions et d'une douzaine de drones lors d'une cérémonie en présence du chef de la transition Assimi Goïta et des ambassadeurs russes et turcs. Les avions qui ont été, la livraison est composée d'Albatros L-39, c'est des appareils de conception tchèque initialement destinés à l'entraînement, mais qui sont souvent employés comme avions d'attaque, et des drones Bayraktar TB2 de fabrication turque pouvant effectuer des missions de reconnaissance et de surveillance, d'ajustement de tirs d'artillerie et de frappe aérienne. C'est le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, qui a donné toutes ces précisions. Kosigan Akwete, c'est le Mali, on se rappelle l'événement 2012, les djihadistes sont montés, l'armée était une armée quasi inexistante, sans grands moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit se réjouir de ce réarmement, de ce renforcement de l'armement militaire malien? Oui, tout à fait. Ce réarmement de matériel militaire malien, moi je le vois sur deux prismes. C'est aussi militaire que politique. Parce que ces derniers temps, vous savez, des voix s'élèvent contre les colonels qui ont pris le pouvoir, parce qu'il n'y a pas d'avancée notable sur le plan sécuritaire au Mali. Et donc les langues, bien qu'il y a, je ne sais pas, une chasse à ceux qui ont des voix discordantes ou à des voix contraires à ceux qui alors qualifient toujours les actes de ces colonels-là. La fois dernière, je crois que la TikTokeuse, une TikTokeuse a fait les frais, ne serait-ce que pour avoir dénoncé peut-être l'insécurité, la vie chère. On l'a mis en prison avec comme chef d'accusation outrance au président de la République. Alors, si les colonels ne veulent, ont peut-être fermé l'expression, la libre expression au Mali, ils doivent intensément renforcer alors les pouvoirs d'action de l'armée malienne pour peut-être aller en guerre contre les terroristes et libérer peut-être les territoires qui sont sous contrôle des djihadistes. Donc je vois que c'est plus politique que militaire, parce que c'est vrai, il est une chose d'acquérir les matériels, il est une autre chose de savoir les utiliser à bon escient, et surtout ne pas commettre des bévues avec, c'est-à-dire rater certaines cibles pour décimer la population civile. C'est bien d'avoir ces avions-là, mais c'est encore bien de savoir les utiliser, et vivement que ça soit fait dans les règles de l'art pour que le Mali connaisse enfin une bouffée de paix
et de sécurité. Sinon, sérieusement, ça ne va pas. Le Mali, on le sait, c'est un pays enclavé. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que disaient aussi il y a quelque temps les autorités burkinabè, le Premier ministre burkinabè qui avait laissé entendre que dans leur volonté de renforcer l'armement de l'armée, ils se sont heurtés au refus de certains États et même on a intimé l'ordre, par exemple, à des États côtiers de ne pas donner accès au Burkina Faso. Dans ce contexte-là où on sait aussi que ces pays font face à des luttes contre le terrorisme, la Russie, la Turquie qui se présentent aujourd'hui comme des alliés pour renforcer l'armement de ces pays, c'est aussi une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour le peuple malien et pour tous les Maliens. Je crois que depuis 2012, le Mali est dans une crise sécuritaire très grave, avec des coups d'État qui se sont succédés. Aujourd'hui, l'approche du Mali par rapport à la question sécuritaire est celle-ci. Alors, avec la France, ça n'a pas marché parce que avec toutes les opérations que nous avons, Barkhane, toutes les opérations qu'il y a eu au niveau du Sahel pour aider le peuple malien, bien l'armée malienne a bouté hors du territoire national les terroristes, bien les djihadistes, ça n'a pas abouti. Le Mali est toujours confronté à des attaques djihadistes à tout moment. Donc c'est ça qui a amené les autorités maliennes à engager un nouveau partenariat avec les États comme la Russie et la Turquie. Aujourd'hui, l'acquisition de ces matériels de guerre entre dans la vision des autorités actuelles du Mali. La protection du territoire, la surveillance du territoire. Parce que on ne peut jamais avoir de développement économique. On ne peut enclencher aucun projet économique ou social sans la sécurité. Pour organiser les élections aujourd'hui, il y a certains endroits où on ne peut pas voter parce qu'il n'y a pas la sécurité. Alors, dans certains milieux, on ne peut entreprendre aucun projet économique parce qu'il n'y a pas la sécurité. Donc, c'est pourquoi les autorités maliennes aujourd'hui mettent en avant les équipements militaires pour pouvoir assurer d'abord la sécurité au niveau des frontières, la sécurité à l'intérieur, avant peut-être d'amorcer véritablement un développement économique du peuple malien, du Mali. Aujourd'hui, nous devons voir ces équipements-là que le Mali a acquis d'un bon oeil parce que ça va permettre aux Maliens de pouvoir se défendre en cas d'attaque. Et comme on l'a dit, surtout, il faut savoir les utiliser pour ne pas commettre des bavures. Mais de l'autre côté, je suis en train de voir, vous voyez déjà l'axe Russie-Turquie par rapport aux autres pays occidentaux. Je ne voudrais pas que l'Afrique soit encore un nouveau terrain de conflit, de guerre entre les deux blocs, entre la Russie et ses alliés et les Occidentaux. C'est ce que nous sommes en train de voir actuellement en Afrique, le départ des Français et l'arrivée des Russes accompagnés des Turcs. Donc, il ne faudrait pas que l'Afrique soit encore ce terrain-là d'expérimentation des deux puissances. Donc, le Mali doit faire attention, tout en acceptant l'aide militaire apportée par la Russie et la Turquie. Il faudrait que le Mali assure son indépendance vis-à-vis des décisions qu'elle doit prendre pour son développement. L'autre chose, aujourd'hui, on se rappelle à ces moments où, pour que des pays d'un précaré certain puissent acquérir du matériel, il fallait prioritairement s'adresser à tel pays. C'est révolu ce temps aujourd'hui? Je crois que ce temps révolu doit être révolu parce que nous avons tous les pays de l'Afrique, de notre sous-région, sont des pays indépendants et donc doivent avoir des décisions souveraines. Aujourd'hui, passer par un pays avant d'acquérir du matériel militaire, d'abord ça prend du temps et ça prend plus d'argent. La fois dernière, quand Emmanuel Macron était au Bénin, il a étalé à peu près le circuit que la demande du Bénin à acquérir des matériels militaires doit faire avant l'acquisition. Et là, Patrice Talon a été, je dirais, spontané, rapide pour lui dire que si ça prend trop de temps, nous serons obligés alors de trouver d'autres partenaires, d'aller sur le marché, de trouver d'autres partenaires. Donc, je dis, aujourd'hui, les États africains sont indépendants, ils doivent être souverains dans leur prise
décision ou dans les achats de matériel militaire. Aujourd'hui, la France n'a pas seulement, ce n'est pas seulement la France qui détient les armes ou qui connaît alors le circuit par lequel acquérir les armes. Donc nous avons des officiers qui sont compétents, qui sont expérimentés, qui savent le faire, et donc je crois que tous nos pays de la sous-région, même les pays africains, doivent aller sur le marché, connaître les circuits, prendre les armes qu'il faut pour alors les utiliser dans leur stratégie de guerre contre les djihadistes. Et puis ces djihadistes-là, c'est parce que l'OTAN, l'Angleterre, la France et les États-Unis n'ont pas fait le service après-vente. Sinon, aujourd'hui, nous ne serons pas en proie au terrorisme ou au djihadisme. Donc, je crois que passer par les mêmes Français ou ceux qui nous ont causé cette guerre pour acquérir du matériel militaire, c'est de nous tromper. Parce qu'ils ils ne le voudront jamais. Ils vont vouloir nous asservir, nous bloquer pour que on puisse être toujours en proie à ces gens sans foi ni loi, pour que eux ils puissent alors par dilatoire nous prendre peut-être nos ressources. Voilà. Donc il va falloir que nous finissions avec ça, qu'on prenne nos responsabilités, comme le Mali le fait, comme le Burkina Faso le fait. Et moi j'ai dit aujourd'hui, si les pays côtiers ne veulent pas alors permettre à ces pays, pour que ces armes achetées sur le marché transitent par nos ports pour aller vers eux, c'est un péché. C'est un péché parce que s'il n'y a pas cette solidarité entre nous, nous ne viendrons jamais à bout du fléau, du fléau continental ou sous-régional qu'est le terrorisme aujourd'hui. Ensuite, je crois que c'est pourquoi ils veulent faire une fédération avec la Guinée, ne serait-ce que pour utiliser le port de la Guinée pour s'approvisionner. Mais ce serait un mauvais précédent pour les autres pays par lesquels ces pays-là, alors par le passé, alors faisaient venir leurs marchandises. Si dans les temps passés, tous nos pays couraient vers eux, ne serait-ce que pour alors démarcher les commerçants, les gros commerçants, les gros importateurs de ces pays, de venir passer par nos ports, et qu'aujourd'hui ces pays, alors décimés par les terroristes, veulent alors amener des armes pour venir à bout de ce fléau. Si nos pays côtiers refusent, je crois que c'est un mauvais précédent. Ça peut jouer contre notre économie même dans l'avenir. Alors, il y a eu une montée en puissance, donc évidente, de l'armée malienne. En même temps, il y a certaines voix qui disent s'inquiéter du surarmement de cette armée. Vous comprenez ça? Bon, en fait, j'ai lu également sur les réseaux sociaux cette partie-là, mais je crois que on ne doit pas s'inquiéter du surarmement. Si l'Occident aujourd'hui s'inquiète, pourquoi? Est-ce que le Mali s'était une fois inquiété du surarmement de la France, des États-Unis? Mais pourquoi on va s'inquiéter aujourd'hui? Le Mali est en difficulté. Et le Mali est en train d'acquérir du matériel qui lui permettra de faire face aux djihadistes. Le Mali n'est pas en train de chercher une arme nucléaire. C'est eux qui possèdent les armes nucléaires. Aujourd'hui, qu'on permette au Mali de pouvoir acquérir le matériel dont il a besoin pour assurer la sécurité au niveau de ses frontières et la sécurité des populations. Je crois que le Mali doit suivre sa voie, la voie sur laquelle il est aujourd'hui. Sinon, s'il faut écouter peut-être ces détracteurs, le Mali restera toujours dans les problèmes indéfiniment. Je crois que la question de la sécurité est primordiale. Et le peuple malien et les autorités maliennes ont pris déjà le problème à cœur. Laissons ceux qui critiquent le Mali de se surarmer. C'est une bonne cause pour moi. Une bonne cause. Dans le même temps, vous vous rappelez, lorsque les Français ont décidé de se retirer du Mali, on a vu quelques semaines après des images qui montraient beaucoup de terroristes qui se sont rassemblés dans un désert en train de faire allégeance à Iyad Agdali, d'après ce qu'il y paraît. Et du côté français, on estimait que bon, c'est parce qu'aujourd'hui l'espace aérien n'est plus occupé. Alors, donc quand on voit aujourd'hui l'acquisition d'avions de guerre, l'acquisition de drones, on peut se réjouir que finalement l'espace aérien est sous bonne garde. Oui, c'est donc il y a de la logique dans les réactions de ces 5 colonels. C'est-à-dire qu'avant, c'est la France qui contrôlait quasiment l'espace aérien malien. Ouais. Maintenant, aujourd'hui que les autorités maliennes ont refusé ou ont retiré ce droit à la France et à tous les pays partenaires,
Et il va falloir qu'eux-mêmes l'occupent et l'occupent efficacement. Donc je crois quand même qu'ils sont dans la logique qu'ils ont même insufflée, et on ne peut que les encourager. Seulement que bonne utilisation de ces appareils soit faite pour que la cible soit touchée et non les victimes. Alors qui seront les populations. Sur ce côté-là, est-ce que quand on est dans l'armée, quand on est dans la guerre, surtout quand on est dans la guerre aérienne, est-ce qu'on peut totalement éviter certaines choses? On a vu que la France, pas seulement la France, même les États-Unis, un peu partout, sur leur théâtre d'opération, ils commettent toujours ces bévues-là, parce que vous savez, parfois, vous pouvez faire, les cibles peuvent être détectées à quelques minutes près, la cible disparaît, c'est les populations civiles qui sont alors atteintes. Donc je dis, on ne peut que prier qu'il y ait moins de bévues, qu'il y ait moins de dégâts, mais vivement que l'espace aérien malien soit occupé par des appareils efficaces et que le renseignement soit efficace, parce qu'aujourd'hui je crois qu'il y a aussi je ne sais pas, manque de renseignements pour aider les soldats maliens à aller contre les terroristes. Donc aujourd'hui, ces appareils viendront, les drones suivants, ces appareils-là vont aider l'armée malienne à avoir les renseignements à temps réel pour savoir comment alors anticiper sur les actions de ces terroristes-là. Mais il va falloir aussi que les pays qui entourent le Mali puissent collaborer avec le Mali, parce qu'aujourd'hui, si le Mali est en sécurité, c'est nous autres qui sommes en sécurité. Mais dire que nous appartenons peut-être à un précaré qui ne dit pas son nom, et donc nous n'allons pas alors aider le Mali, c'est peut-être signer la mort de nous tous. Parce que si le Mali va bien, nous allons bien. Si le Mali ne va pas bien, nous n'allons pas bien. Et puis il y a aussi un autre problème. Les États africains doivent se lever pour régler le problème libyen. Parce que il ne faut pas oublier que tous ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui viennent de la Libye. Donc, il faudrait que tous les chefs d'État africains, tous les Africains puissent s'impliquer dans le règlement du problème libyen, et que la paix revienne en Libye. Quand la Libye sera contrôlée par un gouvernement souverain, élu par les Libyens, je crois quand même que nous allons connaître aussi un petit la paix. Parce qu'aujourd'hui, sans que la Libye ne soit sous contrôle, nous ne connaîtrons jamais la paix. Parce que c'est là où les terroristes alors prennent les armes, les munitions et même leur financement. Voilà. Vous pensez, Oui, c'est très important ce qu'il venait de dire tout à l'heure, en prenant l'exemple de la Libye. C'est vrai que nous avons apprécié sur ce plateau que c'est très bon pour le Mali de chercher à s'équiper en armement pour pouvoir défendre, protéger son territoire, défendre les citoyens. Mais au même moment que les autorités maliennes cherchent à acquérir du matériel, il faudrait aussi mettre en place une politique fiable, une politique qui inclut tous les Maliens. Il ne faudrait pas qu'il y ait des frustrations, parce que la plupart du temps, les coups d'État et puis les crises politiques viennent des frustrations, des gens qui sont peut-être négligés, peut-être des autorités qui ne prennent pas en compte des politiques sociales. Je pense que l'État malien doit, au même moment qu'on est en train de chercher à assurer la sécurité du pays, construire une politique qui inclut tous les Maliens, afin que tous les Maliens se retrouvent dans cette politique-là. C'est en cela qu'on peut éviter que demain, le Mali tombe encore dans certains travers, pour que ces armes que nous retrouvons aujourd'hui, ces nouvelles armes plutôt, ce que le Mali est en train d'acquérir aujourd'hui, se retrouvent encore dans d'autres mains. Et là, ça va être encore le cas de la Libye qui va se perpétuer encore avec le Mali. Alors peut-être encore une question sur le Mali. Des armements quand même. Aujourd'hui, on le voit, pour acquérir du matériel sophistiqué, il faut aller en Russie, en Turquie, vers les Occidentaux et autres. Qu'est-ce que l'Afrique elle-même attend? Qu'est-ce que les puissances africaines, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, pour mettre en place des structures qui fabriquent aujourd'hui des armes? Je l'ai toujours dit sur ce plateau que le mal de l'Afrique, c'est que tous nos pays ne financent pas la recherche. Nous avons des talents, nous avons des personnes peut-être qui ont le don d'inventer, de créer, mais qui n'ont pas le soutien financier. Aujourd'hui, prenons alors la marche
la marge budgétaire que tous nos États alors allouent à la recherche. Vous allez voir que c'est insignifiant. Alors, si cela est ainsi, ça veut dire que nous ne pourrons jamais avoir des entreprises ou des sociétés qui fabriquent alors des armes, qui fabriquent ce dont on a besoin. Et c'est pourquoi nous faisons toujours recours à d'autres marchés. Vous allez voir, tous nos pays, la plupart de ce que nous consommons, nous les importons. Ouais. C'est parce que on n'investit pas dans la recherche, selon moi. Oui, je crois que par rapport à cette question, nous avons l'exemple. La dernière fois, je crois que c'était le ministre de la Défense qui a été reçu, le ministre de la Défense malienne. Il a été reçu par le chef de la junte burkinabé. Oui. Et au cours de cet entretien, je crois que le chef d'état-major burkinabé malien a déclaré que le Mali est prêt à partager le peu de moyens qu'il a avec le Burkina pour pouvoir assurer la sécurité. Je pense que cette collaboration-là, c'est cette solidarité qui manque entre les États africains. Parce qu'il y a des pays en Afrique qui ont suffisamment d'armes, qui pouvaient aider les pays qui font face aujourd'hui au djihadisme à lutter. Je prends le cas de l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que ces pays-là font? Rien. Est-ce que vous pensez que c'est la Tunisie qui est prête aujourd'hui à aider le Togo, le Ghana, le Mali avec les propos du président tunisien? Ce n'est pas possible. Donc c'est ce manque de solidarité-là qui fait qu'on n'arrive pas à se prendre en charge sur le plan continental. On va marquer maintenant la pause, le temps de suivre ensemble le journal, une dizaine de minutes, et on sera de retour.